Bonjour et bienvenue dans Regard sur l'actualité. Bonjour Patrick Le Yarrick. Bonjour. Alors on commence tout de suite par une bonne nouvelle. Après 40 jours, les prisonniers palestiniens ont décidé de suspendre leur grève de la faim lancée le 17 avril. Ils ont obtenu satisfaction sur une grande partie de leurs revendications, notamment concernant la fin des restrictions des visites familiales, l'amélioration de l'accès aux soins médicaux et les conditions de détention. Alors Patrick, quel rôle a eu la mobilisation internationale à laquelle vous avez participé dans ce bras de fer avec Benyamin Netanyahou ? Il y a eu une combinaison du mouvement du peuple palestinien, de la rue palestinienne elle-même, autour des femmes, des familles qui ont quelqu'un dans les prisons israéliennes aujourd'hui et qui faisait grève de la faim, et un mouvement international, effectivement, un peu partout dans le monde, particulièrement en Europe, et ceci a obligé le gouvernement israélien à enfin discuter avec Marwan Barghouti, ce qui est un acte extrêmement important. Donc c'est la combinaison des deux. Maintenant, il faut aller plus loin parce que c'est la libération définitive de ces prisonniers qu'il faut obtenir. Alors justement, est-ce que cela renforce la position de Marwan Barghouti en tant qu'interlocuteur et que leader politique du Fatah ? Oui, je crois, parce que Marwan Barghouti, c'est une grande figure, même dans les prisons. C'est lui qui a fait l'accord des prisonniers. Il a mis autour de la table toutes les factions qui existent politiques en Palestine pour faire cet accord, c'est-à-dire un mini-programme de gouvernement de la Palestine. Donc il est un leader naturel et s'il était libéré, il ne serait pas un problème pour les Israéliens, il est plutôt une solution pour l'État palestinien, mais aussi pour la sécurité du peuple israélien lui-même. Alors, on va élargir un petit peu la question. Emmanuel Macron vient de faire ses premiers pas très commentés sur la scène internationale. Qu'attendre du nouveau président de la République française sur le plan de la politique étrangère, notamment au Moyen-Orient et plus particulièrement concernant l'arrêt de la colonisation israélienne ? Pour l'instant, il n'y a pas de prise de position nette, malheureusement. Il faudrait que la France s'engage au sein et avec les autres États de l'Union européenne pour dire que ceci est contraire au droit international. Il n'y a pas besoin de faire de la propagande politique. Il suffit d'utiliser le droit international qui considère la colonisation comme tout à fait illégale, comme le mur est illégal. Et donc à partir de l'application du droit international, on doit pouvoir, dans la suite de la conférence de Paris qu'avait initié le précédent gouvernement, il ne faut pas faiblir sur ces enjeux-là, parce que le rapport de force mondial a un peu changé dès lors que M. Trump s'est aussi rendu au Proche et au Moyen-Orient. Il a été à Tel Aviv et à Bethléem, et malheureusement, il n'a rien dit. Il a fait semblant de parler, mais il n'a strictement rien dit. Donc, la mobilisation des forces progressistes, des humanistes, des démocrates de toute opinion, avec le mouvement citoyen qui se développe autour de l'idée du respect du droit international et donc de l'existence de deux États, doit se renforcer considérablement de telle sorte que nos gouvernements et l'Union européenne, les institutions européennes, s'engagent pour un règlement à partir du droit, c'est-à-dire les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Alors, est-ce que les députés ou futurs députés de gauche vont pouvoir peser sur justement cette politique étrangère et exiger des choses en ce sens ? On le souhaite parce que c'est cette majorité au Parlement, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, qui a voté la reconnaissance de l'État palestinien. Malheureusement, le président de la République aurait dû se saisir de ce vote-là et considérer qu'il avait un mandat pour peser en faveur de cela. Alors il y a ce premier pas, je répète, de la conférence de Paris, mais il aurait dû symboliquement reconnaître l'État palestinien. Le président de la République actuel pourrait le faire, mais évidemment, il faut vraisemblablement, sans tarder, prendre des dispositions pour avoir cette autre majorité de gauche dans le Parlement, notamment l'Assemblée nationale à venir. On passe à un autre sujet, plus que d'actualité, puisqu'il date de cette nuit même. Donald Trump a annoncé que son pays se retirait des accords de Paris sur le climat. Alors, les réactions pleuvent, des réactions d'indignation, des réactions graves de la part du président de la République français, qui prennent l'affaire très au sérieux. Quelle est votre réaction, Patrick ?
Ce qui vient de se passer est grave et inquiétant, c'est-à-dire c'est à la fois un déni et un délit en quelque sorte contre l'humanité, parce qu'une fois de plus, on a le président nord-américain qui décide de ne pas honorer ni sa parole ni sa signature, sur la base d'un mensonge éhonté, sur la base de la défense de l'emploi. Désolé, mais aujourd'hui la création d'emplois dans l'énergie solaire et dans l'énergie éolienne aux États-Unis est supérieure à la création d'emplois dans l'énergie carbonée. Et c'est cette énergie carbonée qui pose problème et pose le problème de production de gaz à effet de serre et de réchauffement climatique, et c'est de cela qu'il faut sortir. Et heureusement, dans la société américaine, parmi les élus à New York, comme dans certains États comme la Californie, il y a d'ores et déjà, en osmose avec les populations européennes, les populations chinoises ou indiennes, des réactions qui visent à contrebalancer ça. Donc il faut créer le rapport de force de telle sorte qu'il n'aille pas au bout de ce qu'il a dit. D'ailleurs, certains industriels américains, c'est plutôt surprenant, mais ils vont aussi dans le sens de l'accord de Paris. C'est-à-dire. Oui, parce qu'ils se rendent bien compte que l'avenir n'est pas de ce côté. L'avenir est du côté de la transition environnementale, de la transition énergétique. L'avenir est du côté d'un autre mode de développement. Et puis, une entreprise, elle ne survivra pas non plus au réchauffement climatique. Ça pose des problèmes à tout le monde. C'est une question d'intérêt général. Et qu'il y ait de ce côté-là aussi des réactions, c'est extrêmement positif. Ce sont des points d'appui qui peuvent servir aux mouvements citoyens, aux organisations non gouvernementales, aux gouvernements eux-mêmes, au Parlement, aux élus locaux, aux mairies, pour pousser à l'application de l'accord de Paris. En tout cas, quoi qu'il arrive, il faut l'appliquer. Dans l'Union européenne, il faut que les Chinois, comme ils l'ont dit cette nuit, l'appliquent. Il faut que nous montrions l'exemple et en même temps créer ce rapport de force. Et dans ce rapport de force, s'il est nécessaire de prendre des dispositions comme des taxations aux frontières de produits carbonés qui font du mal à la planète et qui sont contraires à l'accord de Paris, il faudra vraisemblablement le faire. Est-ce que vous pensez que l'Amérique s'isole? Parce que du coup, la Chine et la France deviennent les leaders dans les questions environnementales. Et est-ce que vous pensez que l'Amérique, du coup, va y perdre? Le président nord-américain, lui, s'isole, c'est quasiment sûr. Est-ce qu'elle va y perdre? Oui, parce que ce n'est pas conforme aux aspirations du peuple américain qui, lui, tout comme nous, il souhaite cette transition environnementale. Lui, comme nous, il est victime, il peut être victime du réchauffement climatique. Ils sont déjà confrontés à cette problématique dans un certain nombre d'endroits aux confins de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord. Donc, personne n'a intérêt à poursuivre cette logique de M. Trump, surtout sur la base d'une argumentation tout à fait mensonger. Alors on passe maintenant à un sujet sensible, la transparence de la vie politique. En la matière, pour le Front National, la meilleure défense, eh bien, c'est l'attaque. Alors que les juges attendent toujours que Marine Le Pen réponde à leur convocation pour s'expliquer sur la mise en place d'un système de financement frauduleux de son parti avec des fonds publics européens, eh bien, une députée frontiste a envoyé une lettre de dénonciation au parquet de Paris. Elle y accuse une vingtaine de ses collègues de tous bords de compter des emplois fictifs parmi leurs assistants parlementaires. Certains eurodéputés ont porté plainte pour dénonciation calomnieuse alors qu'une enquête préliminaire a été ouverte. Alors Patrick, votre nom figure sur cette fameuse liste des députés mis en cause par cet élu du Front National. Alors quand l'avez-vous appris et quelle a été votre réaction? Je l'ai appris comme tout le monde dans des journaux qui ont donné cela. Comme vous le dites, il s'agit d'une dénonciation d'une députée de l'extrême droite qui vise à couvrir les problématiques auxquelles ils sont eux-mêmes confrontés. Donc la méthode, déjà, elle est plus que discutable et c'est ce qui nous fait dire que c'est une dénonciation calomnieuse. Secondement, les assistants parlementaires sont évidemment des aides techniques, des collaborateurs qui ont une connaissance de la législation, qui étudient des projets de directives, des directives eux-mêmes, des résolutions,
qui nous prépare les votes, parce que parfois nous avons dans une séance, tous les votes c'est en général entre midi et 14h, voire 15h, mais parfois nous avons 50, 100 votes à émettre en 2 heures. Donc ceci nécessite un travail parce que ce sont des votes sur des amendements et sur des textes. Donc nous avons besoin d'équipes qui nous aident, qui étudient les amendements et qui nous conseillent sur le vote que nous devons faire. Donc c'est un travail extrêmement lourd, extrêmement prenant. Et donc nous votons aussi selon des options politiques. Moi, je n'ai pas d'assistants et personne n'a d'assistants qui sont neutres. J'ai des assistants qui sont d'opinions diverses, mais ils partagent mes convictions progressistes, mes convictions humanistes et mes convictions démocrates profondes et ma conviction de refondation de l'Union européenne. Certains d'entre eux ont été conseillers municipaux. D'autres sont engagés ailleurs, dans des associations, dans des boîtes à idées. D'autres sont membres de clubs de foot. Et donc, c'est à partir de l'idée selon laquelle j'ai un assistant qui a été conseiller municipal d'une ville et qui a des responsabilités au Parti communiste, ce qui ne lui est pas du tout interdit. C'est un assistant qu'on appelle un assistant local dans la circonscription, qu'il est incriminé au même titre que les assistants de mes collègues. Autrement dit, on veut déduire de cela qu'un assistant ne peut pas avoir de responsabilité dans la vie associative, politique ou sportive. Par exemple, pourquoi on ne me dit pas que je finance le club de foot où joue un de mes autres assistants? Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire. Donc c'est une dénonciation calomnieuse et mes avocats vont vraisemblablement déposer, au même titre que les autres, une plainte contre cela, parce que c'est un préjudice pour nous-mêmes, mais c'est un préjudice pour les noms qui sont jetés en pâture, les noms de nos assistants et de leurs familles. Retour au débat d'idées avec un sujet qui arrive en tête des préoccupations des Français. Il s'agit du chômage. Si les derniers chiffres publiés le 24 mai montrent une légère inflexion globale du nombre de demandeurs d'emploi en avril, ils indiquent également une forte augmentation des emplois précaires et à temps partiel avec un salaire qui ne permet pas de vivre décemment. Alors Patrick, est-ce que les lois promises par Emmanuel Macron concernant le Code du travail ne risquent pas d'amplifier ce phénomène de précarisation de l'emploi ? Oui, tout à fait, c'est-à-dire poursuivre sur la loi de précarisation du travail qui a été faite dans le précédent quinquennat va aboutir à plus de précarité et à plus de travailleurs pauvres. Donc la question du chiffre lui-même du chômage n'est pas tellement indicatif en réalité de la vie de millions et de millions d'hommes et de femmes, de jeunes de ce pays, qui de plus en plus vont être embauchés en contrat précaire au détriment du contrat à durée déterminée. Donc il faut inventer autre chose, c'est-à-dire, je ne suis pas pour le statu quo. Il faut un code du travail adapté aux conditions de notre temps, mais un code du travail qui considère aussi les problématiques nouvelles, c'est-à-dire la concurrence, l'intensification, la volonté d'accentuer la compétitivité des entreprises a des conséquences sur la vie des salariés au travail eux-mêmes, des conséquences sur leurs conditions de travail, sur leurs conditions de vie. D'ailleurs, l'éloignement, même ne serait-ce qu'entre le travail et le lieu d'habitation, a lui-même des conséquences. Donc, c'est tout cela qu'il faudrait voir, mais il faudrait le revoir, non pas dans le sens de la précarisation, non pas dans le sens de ce que réclame le MEDEF, c'est-à-dire il faut détruire les conquis sociaux prétendument à cause de la compétitivité. Il faudrait inverser le raisonnement et dire nous voulons un autre monde, un monde harmonieux où on augmente les niveaux sociaux et les niveaux salariés dans l'ensemble du monde, dans l'ensemble des entreprises, à commencer par les multinationales, de telle sorte qu'on tend vers un niveau de rémunération du travail convenable pour tout le monde, en écrasant aujourd'hui les écarts de salaire pour un même travail, à commencer par l'inégalité entre hommes et femmes, mais aussi avec les autres travailleurs des autres pays, dans le pays, mais surtout à l'intérieur de l'Union européenne. Et donc, il faudrait inventer autre chose qui serait en quelque sorte une réforme révolutionnaire, une évolution révolutionnaire extrêmement importante, qui serait l'idée de trouver une assurance où chacune et chacun ait en permanence soit un travail,
soit en formation s'il a besoin, soit une activité, parce qu'il faut donner la possibilité aux citoyens d'avoir pendant 6 mois, 1 an, 18 mois, aussi une activité pour le bien commun, tout en étant rémunéré. C'est cette chose-là qu'il faudrait mettre aujourd'hui sur la table pour avoir un débat large avec les organisations syndicales, avec les forces politiques dans leur ensemble, mais non pas du point de vue des actionnaires des grandes entreprises, mais du point de vue des salariés, des entreprises sous-traitantes et des petites et moyennes entreprises, parce que de ce côté-là aussi, il y a des choses à faire pour améliorer la vie à la fois économique des entreprises, mais la vie sociale des individus, hommes ou femmes, qui y travaillent. Donc c'est l'idée de la sécurité sociale professionnelle qui est derrière cela et qu'il faudrait débattre au lieu de celle du détricotage du Code du travail. Alors ça, c'est une grande loi portée sans doute par les députés ou futurs députés de gauche qui vont être à l'Assemblée bientôt. Mais quelqu'un comme ça qui est au chômage, qui a un problème d'accès à l'emploi, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour lui ? Ça dépend quelle est sa situation. Si c'est une question liée à la formation, il faut ouvrir des droits à la formation et même la possibilité d'aller dans des entreprises pour voir les métiers, parce qu'il y a aujourd'hui des métiers nouveaux et il y aura demain des métiers nouveaux. Donc il faut ouvrir le droit à la formation. D'autre part, il y a la question de l'embauche dans les entreprises elles-mêmes, c'est-à-dire le développement de leur activité. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut permettre à des gens qualifiés d'avoir accès à l'emploi, particulièrement les jeunes, et notamment les jeunes des banlieues qui sont extrêmement spoliés. Troisièmement, peut-être qu'il faut, dans un certain nombre d'endroits, dans un certain nombre de branches, rediscuter de la question du temps de travail. Parce que la réduction du temps de travail est créatrice d'emplois. De même, peut-être faut-il rediscuter de la question de la retraite. Il est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas dire aux parents et aux grands-parents « toi, tu restes au travail et tu auras une mauvaise retraite quand tu continueras à travailler jusqu'à 65, 67 ans, peut-être 70 ans demain », quand le fils et le petit-fils sont au chômage. Il faut un autre projet de société, c'est-à-dire que celui qui a fait sa carrière, entre guillemets, qui désire aller à la retraite, doit pouvoir accéder à la retraite à taux plein à 60 ans, et les jeunes doivent accéder au travail. C'est une autre façon de raisonner la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, autre sujet, le terrible attentat de Manchester a ouvert la voie à la prolongation de l'état d'urgence en France. Or, un rapport d'Amnesty International révèle cette semaine que les autorités, sous couvert de lutter contre la menace terroriste, ont entravé l'an passé la participation de manifestants à des rassemblements publics. Il pointe aussi une aggravation du recours à la violence par les forces de l'ordre, notamment lors des manifestations contre la loi travail. On écoute Nicolas Crémeyer, responsable du programme Liberté à Amnesty International France, et Laurent Théron, un père de famille qui a perdu un œil le 15 septembre dernier suite à un tir de grenade par un CRS alors qu'il manifestait pacifiquement. Aujourd'hui, on sort un rapport sur le droit de manifester en France qui a été particulièrement restreint depuis à peu près 18 mois et l'instauration de l'état d'urgence en France. Ce que ce rapport documente, c'est à la fois des restrictions totalement disproportionnées au droit de manifester à cause des mesures de l'état d'urgence, mais aussi des stratégies de maintien de l'ordre et d'usage de la force qui créent des violations inacceptables au droit de manifester. Vous vous rappelez sûrement des interdictions générales de manifester sur le territoire français, prises quelques semaines après l'instauration de l'état d'urgence et les dramatiques attentats qui ont frappé la France. À ce moment-là, non seulement des manifestations ont été interdites partout sur le territoire, mais un certain nombre de militants ont été assignés à résidence et ont fait l'objet d'interdictions individuelles de manifester, alors que quand on regardait ce qu'il y avait dans les arrêtés d'interdiction, il n'y avait souvent pas grand-chose.
Ce que l'on a pu constater, c'est que les violences se sont effectivement amplifiées. Les violences à la fois à l'encontre des forces de l'ordre, et ces violences, bien évidemment, Amnesty International les déplore, mais on a pu constater aussi qu'il y avait eu un recours excessif à l'usage de la force par les forces de l'ordre dans de très nombreux cas dans ces manifestations. On va prendre l'exemple des NAS, qui est devenu quelque chose d'assez récurrent en France dans les manifestations, où les forces de l'ordre vont confiner un certain nombre de manifestants sur un périmètre et vont les retenir, dans certains cas, plusieurs heures, en les empêchant de pouvoir manifester. Donc une grosse explosion et puis une douleur à l'œil qu'on n'imagine pas en fait. Et je hurle. Voilà, je hurle, une sorte de cri, on peut dire, pour évacuer la douleur, quoi. Je hurle de toutes mes forces. Je pense qu'ils m'ont entendu jusqu'à Marseille parce que c'était, je hurlais, mais comme jamais j'ai hurlé, quoi. Rien n'a été mis en place par les autorités françaises pour permettre de comptabiliser ces violences disproportionnées. Il y a vraiment une sous-estimation totale des violences commises à l'encontre des manifestants, notamment à l'encontre des manifestants pacifiques, que nous avons pu constater en étant observateurs sur le terrain et en recueillant de multiples témoignages allant dans ce sens. On voit bien que les autorités françaises voient aujourd'hui la possibilité de manifester d'abord et avant tout comme une menace de trouble à l'ordre public avant d'être tout simplement une liberté fondamentale liée à l'expression des citoyens. Alors, comment garantir la liberté d'expression et de circulation et bien sûr de manifestation des citoyens tout en combattant efficacement la menace terroriste? Oui, c'est la difficulté auquel on est en permanence confronté. En tout cas, il faut en permanence garantir l'expression démocratique, garantir les libertés, y compris la liberté de manifester, bien évidemment. Il y a des manifestations pour des questions sociales, pour des questions environnementales, pour des questions de société elle-même ou de progression de la société. D'ailleurs, c'est souvent le fait que des gens s'engagent manifeste qu'on a fait progresser des droits, les droits des femmes, les droits des homosexuels, le mariage pour tous dans sa première phase a été porté par ces mouvements. Des conquêtes sociales aussi ont été portées par des grandes manifestations, des conquêtes démocratiques et des conquêtes pour les libertés. Donc la question de l'expression démocratique et donc de pouvoir marcher dans la rue ensemble pour dire un certain nombre de choses doit être garantie. Et ça, ce n'est pas allié directement avec le terrorisme. Évidemment, après, les dispositions en matière de sécurité, de renseignement, d'action rapide, de coordination des services à l'échelle de l'Union européenne, mais aussi à l'échelle planétaire, tout ceci doit évidemment continuer à se faire. Des progrès ont été faits en ce sens, mais il faut les poursuivre sans jamais remettre en cause la possibilité pour les citoyens d'agir, parce que c'est d'ailleurs parce que les citoyens peuvent agir ensemble et s'unissent, se tendent la main, qu'on pourra faire reculer des aspects négatifs qui se produisent parfois dans un certain nombre d'actes délictueux et aussi dans le terrorisme. D'ailleurs, la première chose qui a été faite après l'attentat contre nos frères et nos amis de Charlie Hebdo, c'est une grande manifestation de caractère mondial dans les rues de Paris. Donc il y a quelque chose qui ne va pas entre les deux. C'est qu'on a eu des autorités publiques, le président de la République en tête, qui conduit cette manifestation, et quand bien même on nous empêcherait de manifester pour nos droits sociaux ou pour les libertés. Donc l'état d'urgence n'existe pas dans un certain nombre d'autres pays qui sont autant ciblés que nous
en matière d'attaque terroriste. Donc ce n'est pas l'état d'urgence lui-même qui règle nos problèmes. L'expérience est en train de le montrer. Donc il faut inventer autre chose et au contraire en faisant participer en permanence les citoyens à la sécurisation, à leur sérénité et à leur sécurité. D'accord. Autre question d'intérêt général, les risques sanitaires et environnementaux. Souvent, les multinationales préfèrent leur profit à notre santé et à l'avenir de la planète, et elles ont apparemment les moyens d'imposer leur volonté aux instances décisionnaires, notamment en Europe, où à la suite des expertises controversées qui assurent que l'exposition au glyphosate n'est pas dangereuse, la Commission a décidé, ou est en passe de le faire, d'autoriser pour 10 ans la vente du fameux Roundup de Monsanto. Une décision contestée dans la rue la semaine dernière par des milliers de manifestants. On écoute l'une d'entre eux. La mobilisation citoyenne elle est vraiment nécessaire face aux pressions des lobbies au niveau de la Commission européenne, donc particulièrement contre Monsanto. Et en particulier, je fais signer moi une pétition citoyenne européenne demandant l'interdiction définitive du glyphosate qui rentre dans la composition du Roundup de Monsanto. Ce produit qui a été reconnu par l'OMS comme dangereux pour la santé et probablement cancérigène. Il y en a assez de voir que la Commission européenne obéit au lobby et il faut absolument une défense des citoyens pour qu'ils aient droit à participer au choix de vie, comme ça, c'est vraiment une question de vie ou de mort, et de défense de la planète aussi. Alors, quel est le pouvoir des citoyens, des élus nationaux et européens contre des lois imposées par les géants de l'agroalimentaire, de la pharmacie ou de la chimie? On a l'impression qu'ils se sentent très impuissants, ces gens. Moi, je ne crois pas qu'ils soient impuissants. L'idée de l'initiative citoyenne, c'est-à-dire qu'on réunisse 1 million de signatures pour obliger la Commission à en débattre avec le Parlement européen, c'est une bonne initiative. D'autre part, le Parlement européen a déjà voté par 2 fois des résolutions contre le glyphosate. Et évidemment, la Commission, pour l'instant, ne suit pas, malgré nos demandes, malgré nos recommandations, enfin, en tout cas de tous les groupes progressistes du Parlement européen. Donc, cette action doit se poursuivre. Maintenant, Monsanto est sur la sellette. Ils ont même triché un peu dans les analyses qu'ils ont fournies. Et je crois que la clarification est en train de se faire, la prise de conscience est en train de se faire, et moi j'ai bon espoir qu'on les fera reculer. D'accord. Et alors, justement, que pensez-vous des propositions faites par François Bayrou hier pour redonner confiance à la vie démocratique? Notamment, est-ce que ça va assez loin concernant la lutte contre les conflits d'intérêts? Parce qu'avec les lobbies, on est bien là. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que il y a un certain nombre de choses qui sont proposées qui sont intéressantes, qui sont positives. Je crois qu'il faut les appuyer. La suppression de la Cour de justice, le fait qu'on ne va pas faire plus de 3 mandats successifs dans la même fonction. Donc il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes là-dedans. Mais effectivement, il y a après d'autres questions qu'il faut regarder de plus près. Moi, je suis toujours étonné qu'on puisse passer d'un cabinet ministériel avec une fonction à une responsabilité dans une grande entreprise privée. Je dis bien une responsabilité, c'est-à-dire de cadre, d'orientation stratégique de l'entreprise. Et ce n'est pas toujours conforme au bien commun. Évidemment, une entreprise privée défend ses propres intérêts, des intérêts privés. Je ne dis pas qu'elle ne défend jamais le bien commun, mais chacun voit bien la tendance dans ce capitalisme financiarisé. Donc, même ça devrait être vu. Il y a une commission de déontologie, mais c'est insuffisant aujourd'hui. Je vois encore des gens qui sortent des cabinets, qui ont eu à traiter des dossiers, puis qui se retrouvent après dans le privé, dans des hautes fonctions. C'est-à-dire cette consanguinité qui existe aujourd'hui entre la formation dans un type de grandes écoles, des responsabilités à la Commission européenne, dans l'administration du Parlement européen, dans les gouvernements, dans l'administration de nos États eux-mêmes, est très mauvaise et donc ne favorise pas toujours la prise de décision pour le bien commun et conduit parfois à camoufler un certain nombre de choses et fait effectivement ce que vous dites du conflit d'intérêts, mais pas au sens où on l'entend parfois.
D'autre part, la moralisation ne suffit pas. Il faut de la moralisation, ça c'est impératif, mais il faut de la démocratisation de la vie politique. Et donc, il faut un statut de l'élu. S'il n'y a pas de statut de l'élu, ce seront les mêmes catégories socio-professionnelles qui seront demain des élus. Il n'y aura plus demain d'ouvriers, plus d'employés, plus de chômeurs qui pourront accéder à un mandat local, mais surtout à un mandat départemental, régional ou un mandat national de parlementaire. Or, il faut le statut de l'élu de telle sorte que l'élu soit protégé et qu'il ait la possibilité de revenir, qu'il ait la garantie de revenir à son travail après. Il faudrait la proportionnelle à chaque élection, parce que la proportionnelle, d'abord, permettrait l'accès à plus de femmes dans des postes et dans des fonctions électives, dans des responsabilités électives et décisionnaires, mais aussi des catégories qui aujourd'hui deviennent, comme on dit parfois, les invisibles de la société. Or, si c'est toujours les mêmes qui légifèrent en petits cercles entre eux, eh bien, on ne sortira pas des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, il y a des choses à prendre, et puis il y a des manques qu'il faudra combler dans les prochaines semaines. Pour finir, alors que l'été se profile, il est temps d'évoquer les vacances. En France, un adulte sur 2 et un enfant sur 3 ne partent pas. Or, le fait de n'être jamais sorti de sa ville ou de son quartier peut devenir un handicap social pour un enfant. C'est pourquoi le Secours populaire organise chaque année des séjours au soleil pour des familles qui n'ont pas les moyens de partir en vacances ou qui ne s'y autorisent pas. Le 24 mai, c'était le premier départ de la saison. 450 personnes prenaient la direction de Tarnos, dans les Landes. Nous les retrouvons sur le quai, juste avant le départ de leur train. C'est la première fois que je pars en vacances avec mes enfants et avec Secours populaire. On profite à la plage, à la piscine, on fait le vélo, on fait plusieurs activités. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas parti en vacances. Les enfants ils sont trop contents parce que c'est la première fois qu'on part en famille. Je suis pas partie en vacances depuis très longtemps. On va aller jouer, on va faire des châteaux et on va aller nager. Je pars en vacances avec mon père, ma mère, mon petit frère, l'autre petit frère et moi. Bonjour. Vous êtes une animatrice du Club Med? Oui? Non. J'aimerais bien. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu la mer? Mais ça fait longtemps, on était petits. Ouais. On est partis en Vendée. La première fois, je pars en vacances avec mes 2 enfants. Voilà. Parce que sinon, j'aurais pas les moyens. La colo, c'est bien, mais de partir aussi avec les enfants, ça laisse des souvenirs en fait. Ça serait une famille, il reste une dernière famille et on sera hop. À la mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, à la mer, au ciel d'été. Alors au regard de ce reportage, quel rôle devrait selon vous jouer l'État et les collectivités locales pour faire du droit aux vacances une réalité pour tous? Certaines collectivités locales font déjà un certain nombre de choses. Les centres aérés, en dehors de leur propre ville, les colonies de vacances, un certain nombre d'activités, mais effectivement, elles souffrent d'un manque de moyens, à tel point que des collectivités locales, des mairies essentiellement, aujourd'hui, suppriment des centres de vacances qu'elles avaient. Et donc, ceci est à revoir, c'est-à-dire on ne peut pas s'engager dans la proposition qui est faite en ce moment de supprimer les recettes fiscales des collectivités territoriales. Sinon, c'est cela qu'on va réduire, c'est-à-dire la possibilité pour des enfants, pour des jeunes, de sortir de leur quartier, de sortir de l'endroit où ils vivent tout du long de l'année, avec tout ce que cela comporte. Donc, la question des moyens et donc de la sortie des critères budgétaires imposés par
la Commission européenne, elle se pose. Et heureusement qu'il y a des associations comme le Secours populaire, dont on ne rendra jamais assez hommage, aux bénévoles, aux encadrants, à sa direction, au premier rang desquels mon ami Julien Lauprette, que je veux une nouvelle fois saluer, qui, elles, font des efforts considérables, vont chercher les moyens pour offrir une journée ou quelques jours de soleil, de vacances, de mer, de montagne ou de campagne à des enfants qui en ont beaucoup besoin. C'est une œuvre d'utilité publique, il faut les soutenir, mais évidemment, l'État lui-même doit prendre en compte cette donnée. Tout n'est pas que de la comptabilité. Il y a la vie humaine, il y a la vie de ces jeunes et leur émancipation, leur accès à autre chose que leur quartier. C'est aussi la mixité sociale, parce qu'on peut imaginer qu'on part en vacances avec d'autres gens, qu'on s'ouvre à des réalités qu'on ne connaît pas, pour les uns ou pour les autres. Tout à fait, on discute, on fait connaissance avec d'autres, parfois avec d'autres milieux, d'autres régions, d'autres villes, bien évidemment, d'autres histoires aussi, et tout ça enrichit les uns et les autres. Et donc il ne faut pas se satisfaire de ce qu'on est en train de nous imposer petit à petit. Merci Patrick Le Yarrick. Voilà, merci. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Regard sur l'actualité.